Bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Et ce soir, je vais vous lire une descente dans le Maelstrom. Maelstrom. Si vous voulez me corriger dans le chat, c'est maintenant, d'accord ? Merci. Une nouvelle de Edgar Allan Poe et traduite par Charles Baudelaire. Maelstrom. Allez, ça je suis d'accord. Maelstrom, ça me va. Maelstrom. 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 On va dire Maelstrom. Ce sera le Maelstrom. Et voilà. Bref, braves gens. Bonne écoute. Les voies de Dieu, dans la nature comme dans l'ordre de la providence, ne sont point nos voies. Et les types que nous concevons n'ont aucune mesure commune avec la vastitude, la profondeur et l'incompréhensibilité de ces œuvres qui contiennent en elles un abîme plus profond que le puits de Démocrite. Joseph Glanville. Nous avions atteint le sommet du rocher le plus élevé. Le vieil homme, pendant quelques minutes, sembla trop épuisé pour parler. « Il n'y a pas encore bien longtemps, dit-il à la fin, je vous aurais guidé par ici aussi bien que le plus jeune de mes fils. Mais il y a 3 ans, il m'est arrivé une aventure plus extraordinaire que n'en essuya jamais un être mortel, ou du moins tel que jamais homme n'y a survécu pour la raconter. Et les 6 mortelles heures que j'ai endurées m'ont brisé le corps et l'âme. Vous me croyez très vieux, mais je ne le suis pas. Il a suffi du quart d'une journée pour blanchir ses cheveux noirs comme du jais, affaiblir mes membres et détendre mes nerfs au point de trembler après le moindre effort et d'être effrayé par une ombre. Savez-vous bien que je puis à peine, sans attraper le vertige, regarder par-dessus ce petit promontoire ? Le petit promontoire sur le bord duquel il s'était si négligemment jeté pour se reposer, de façon que la partie la plus pesante de son corps surplombait, et qu'il n'était garanti d'une chute que par le point d'appui que prenait son coude sur l'arête extrême et glissante. Le petit promontoire s'élevait à 15 ou 1600 pieds environ d'un chaos de rochers situés au-dessous de nous, immense précipite de granit, luisant et noir. Pour rien au monde, je n'aurais voulu me hasarder à 6 pieds du bord. Véritablement, j'étais si profondément agité par la situation périlleuse de mon compagnon
que je me laissai tomber tout de mon long sur le sol, m'accrochant à quelques arbustes voisins, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel. Je m'efforçais en vain de me débarrasser de l'idée que la fureur du vent mettait en danger la base même de la montagne. Il me fallut du temps pour me raisonner et trouver le courage de me mettre sur mon séant et de regarder au loin, dans l'espace. « Il faut vous prendre le dessus sur ces lubies-là, » me dit le guide. « Car je vous ai amené ici pour vous faire voir à loisir le théâtre de l'événement dont je parlais tout à l'heure, et pour vous raconter toute l'histoire, avec la scène même sous vos yeux. » Nous sommes maintenant, reprit-il, avec cette manière minutieuse qui le caractérisait. Nous sommes maintenant sur la côte même de Norvège, au 68e degré de latitude, dans la grande province de Nordland et dans le lugubre district de Lofoden. La montagne dont nous occupons le sommet est Elsegen, la nuageuse. Maintenant, levez-vous un peu. Accrochez-vous au gazon si vous sentez venir le vertige. C'est cela. Et regardez au-delà de cette ceinture de vapeur qui cache la mer à nos pieds. Je regardais vertigineusement et je vis une vaste étendue de mer dont la couleur d'encre me rappela tout d'abord le tableau du géographe nubien et sa mer des ténèbres. C'était un panorama plus effroyablement désolé qu'il n'est donné à une imagination humaine de le concevoir. À droite et à gauche, aussi loin que l'œil pouvait atteindre, s'allongeaient, comme les remparts du monde, les lignes d'une falaise horriblement noire et surplombante, dont le caractère sombre était puissamment renforcé par le ressac qui montait jusqu'à sa crête blanche et lugubre, hurlant et mugissant éternellement. Juste en face du promontoire, sur le sommet duquel nous étions placés, à une distance de 5 ou 6 milles en mer, on apercevait une île qui avait l'air désert. Ou plutôt, on la devinait au moutonnement énorme des brisants dont elle était enveloppée. À 2 milles environ plus près de la terre, se dressait un autre îlot, plus petit, horriblement pierreux et stérile, et entouré de groupes interrompus de roches noires. L'aspect de l'océan, dans l'étendue comprise entre le rivage et l'île la plus éloignée, avait quelque chose d'extraordinaire. En ce moment même, il soufflait du côté de la terre une si forte brise qu'un brick, tout au large, était à la cape avec 2 risses dans sa toile et que sa coque disparaissait quelquefois tout entière. Et pourtant, il n'y avait rien qui ressemblât à une houle régulière, mais seulement, et en dépit du vent, un clapotement d'eau, bref, vif et tracassé dans tous les sens. Très peu d'écume, excepté dans le voisinage immédiat des rochers. L'île que vous voyez là-bas, reprit le vieil homme, est appelée par les Norvégiens Vurg. Celle qui est à moitié chemin est Moskva. Celle qui est à 1 mille au nord est Ambaren. Là-bas sont Islesen, Hotholm, Kaidelm, Swarven et Böckholm. Plus loin,
entre Moscou et Würg, Otterholm, Flimmen, Sandflessen et Stockholm. Tels sont les vrais noms de ces endroits. Mais pourquoi ai-je jugé nécessaire de vous les nommer ? Je n'en sais rien. Je n'y puis rien comprendre, pas plus que vous. Entendez-vous quelque chose ? Voyez-vous quelque changement sur l'eau ? Nous étions depuis 10 minutes environ au haut de Helseggen, où nous étions montés en partant de l'intérieur de Lofoden, de sorte que nous n'avions pu apercevoir la mer que lorsqu'elle nous avait apparu tout d'un coup du sommet le plus élevé. Pendant que le vieil homme parlait, j'eus la perception d'un bruit très fort et qui allait croissant, comme le mugissement d'un immense troupeau de buffles dans une prairie d'Amérique. Et, au moment même, je vis ce que les marins appellent le caractère clapoteux de la mer se changer rapidement en un courant qui se faisait vers l'est. Pendant que je regardais, ce courant prit une prodigieuse rapidité. Chaque instant ajoutait à sa vitesse, à son impétuosité déréglée. En 5 minutes, toute la mer jusqu'à Würg fut fouettée par une indomptable furie. Mais c'était entre Moscou et la côte que dominait principalement le vacarme. Là, le vaste lit des eaux, sillonné et couturé par 1000 courants contraires, éclatait soudainement en convulsions frénétiques. Haletant, bouillonnant, sifflant, pirouettant en gigantesques et innombrables tourbillons, et tournoyant et se ruant tout entier vers l'est, avec une rapidité qui ne se manifeste que dans des chutes d'eau précipitées. Au bout de quelques minutes, le tableau subit un autre changement radical. La surface générale devint un peu plus unie et les tourbillons disparurent un à un, pendant que de prodigieuses bandes d'écume apparurent là où je n'en avais vu aucune jusqu'alors. Ces bandes, à la longue, s'étendirent à une grande distance, et se combinant entre elles, elles adoptèrent le mouvement giratoire des tourbillons apaisés et semblèrent former le germe d'un vortex plus vaste. Soudainement, très soudainement, celui-ci apparut et prit une existence distincte et définie, dans un cercle de plus d'1 mille de diamètre. Le bord du tourbillon était marqué par une large ceinture d'écume lumineuse. Mais pas une parcelle ne glissait dans la gueule du terrible entonnoir, dont l'intérieur, aussi loin que l'œil pouvait y plonger, était fait d'un mur liquide, poli, brillant et d'un noir de jet, faisant avec l'horizon un angle de 45 degrés environ, tournant sur lui-même sous l'influence d'un mouvement étourdissant et projetant dans les airs une voix effrayante, moitié cri, moitié rugissement, telle que la puissante cataracte du Niagara elle-même, dans ses convulsions, n'en a jamais envoyé de pareil vers le ciel. La montagne tremblait dans sa base même, et le roc remuait.
Je me jetais à plat ventre et dans un excès d'agitation nerveuse, je m'accrochais au maigre gazon. « Ceci, dis-je enfin au vieillard, ne peut pas être autre chose que le grand tourbillon du Maelstrom. »« On l'appelle quelquefois ainsi, dit-il. Mais nous autres Norvégiens, nous le nommons le Moskostrom, de l'île de Mosko, qui est située à moitié chemin. » Les descriptions ordinaires de ce tourbillon ne m'avaient nullement préparé à ce que je voyais. Celle de Jonas Ramus, qui est peut-être plus détaillée qu'aucune autre, ne donne pas la plus légère idée de la magnificence et de l'horreur du tableau, ni de l'étrange et ravissante sensation de nouveauté qui confond le spectateur. Je ne sais pas précisément de quel point de vue, ni à quelle heure l'a vu l'écrivain en question. Mais ce ne peut être ni du sommet de Helseggen, ni pendant une tempête. Il y a néanmoins quelques passages de sa description qui peuvent être cités pour les détails, quoiqu'ils soient très insuffisants pour donner une impression du spectacle. Entre Lofoten et Mosko, dit-il, la profondeur de l'eau est de 36 à 40 brasses. Mais de l'autre côté, du côté de Ver, il veut dire Vurg, cette profondeur diminue au point qu'un navire ne pouvait y chercher un passage sans courir le danger de se déchirer sur les roches, ce qui peut arriver par le temps le plus calme. Quand vient la marée, le courant se jette dans l'espace compris entre Lofoden et Mosko, avec une tumultueuse rapidité. Mais le rugissement de son terrible reflux est à peine égalé par celui des plus hautes et des plus terribles cataractes. Le bruit se fait entendre à plusieurs lieues, et les tourbillons ou tournants creux sont d'une telle étendue et d'une telle profondeur que si un navire entre dans la région de son attraction, il est inévitablement absorbé et entraîné au fond, et là, déchiré en morceaux contre les rochers. Et quand le courant se relâche, les débris sont rejetés à la surface. Mais ces intervalles de tranquillité n'ont lieu qu'entre le reflux et le flux par un temps calme et ne durent qu'un quart d'heure. Puis, la violence du courant revient graduellement. Quand il bouillonne le plus et quand sa force est accrue par une tempête, il est dangereux d'en approcher, même d'un mille norvégien. Des barques, des yachts, des navires ont été entraînés pour n'y avoir pas pris garde avant de se trouver à portée de son attraction. Il arrive assez fréquemment que des baleines viennent trop près du courant et sont maîtrisées par sa violence. Et il est impossible de décrire leur mugissement et leur beuglement dans leur inutile effort pour se dégager. Une fois, un ours, essayant de passer à la nage le détroit entre Lofoden et Mosko, fut saisi par le courant et emporté au fond. Il rugissait si effroyablement qu'on l'entendait du rivage. De vastes troncs de pin et de sapin, engloutis par le courant, reparaissent brisés et déchirés, au point qu'on dirait qu'il leur a poussé des poils. Cela démontre clairement que le fond est fait de roches pointues sur lesquelles ils ont été roulés çà et là. Ce courant est réglé par le flux et le reflux de la mer, qui a constamment lieu de 6 heures en 6 heures. Dans l'année 1645,
le dimanche de la 60e, de fort grand matin. Il se précipita avec un tel fracas, une telle impétuosité que des pierres se détachaient des maisons de la côte. En ce qui concerne la profondeur de l'eau, je ne comprends pas comment on a pu s'en assurer dans la proximité immédiate du tourbillon. Les 40 brasses doivent avoir trait seulement aux parties du canal qui sont tout près du rivage, soit de Moscou, soit de Lofoden. La profondeur au centre du Moskostrom doit être incommensurablement plus grande, et il suffit, pour en acquérir la certitude, de jeter un coup d'œil oblique dans l'abîme du tourbillon quand on est sur le sommet le plus élevé de Helseggen. En plongeant mon regard du haut de ce pic dans le phlégeton hurlant, je ne pouvais m'empêcher de sourire de la simplicité avec laquelle le bon Jonas Ramus raconte, comme chose difficile à croire, ces anecdotes d'ours et de baleines. Car il me semblait que c'était chose évidente de soi que le plus grand vaisseau de ligne possible, arrivant dans le rayon de cette mortelle attraction, devait y résister aussi peu qu'une plume à un coup de vent, et disparaître tout en grand, et tout d'un coup. Les explications qu'on a données du phénomène, dont quelques-unes, je me le rappelle, me paraissaient suffisamment plausibles à la lecture, avaient maintenant un aspect très différent et très peu satisfaisant. L'explication généralement reçue est que, comme les 3 petits tourbillons des îles Féroé, celui-ci n'a pas d'autre cause que le choc des vagues montant et retombant au flux et au reflux le long d'un banc de roches qui endigue les eaux et les rejette en cataracte, et qu'ainsi, plus la marée s'élève, plus la chute est profonde, et que le résultat naturel est un tourbillon ou vortex dont la prodigieuse puissance de succion est suffisamment démontrée par de moindres exemples. Tels sont les termes de l'encyclopédie britannique. Kircher et d'autres imaginent qu'au milieu du canal du Maelstrom est un abîme qui traverse le globe et aboutit dans quelques régions très éloignées. Le golfe de Botnie a même été désigné une fois, un peu légèrement. Cette opinion, assez puérile, était celle à laquelle, pendant que je contemplais le lieu, mon imagination donnait le plus volontiers son assentiment. Et, comme j'en faisais part au guide, je fus assez surpris de l'entendre me dire que, bien que telle fût l'opinion presque générale des Norvégiens à ce sujet, ce n'était néanmoins pas la sienne. Quant à cette idée, il confessa qu'il était incapable de la comprendre. Et je finis par être d'accord avec lui. Car, pour concluante qu'elle soit sur le papier, elle devient absolument inintelligible et absurde à côté du tonnerre de l'abîme. Maintenant que vous avez bien vu le tourbillon,
me dit le vieil homme. Si vous voulez que nous nous glissions derrière cette roche, sous le vent, de manière qu'elle amortisse le vacarme de l'eau, je vous conterai une histoire qui vous convaincra que je dois en savoir quelque chose du Moskostrom. Je me plaçai comme il le désirait. Et il commença. Moi et mes 2 frères, nous possédions autrefois un semac gréé en goélette de 70 tonneaux à peu près, avec lequel nous pêchions habituellement parmi les îles au-delà de Moscou, près de Vurg. Tous les violents remous de mer donnent une bonne pêche, pourvu qu'on s'y prenne en temps opportun et qu'on ait le courage de tenter l'aventure. Mais, parmi tous les hommes de la côte de Lofoden, nous 3 seuls, nous faisions notre métier ordinaire d'aller aux îles, comme je vous dis. Les pêcheries ordinaires sont beaucoup plus bas vers le sud. On y peut prendre du poisson à toute heure sans courir grand risque, et naturellement ces endroits-là sont préférés. Mais les places de choix, par ici, entre les rochers, donnent non seulement le poisson de la plus belle qualité, mais aussi en bien plus grande abondance. Si bien que nous prenions souvent en un seul jour ce que les timides dans le métier n'auraient pas pu attraper tous ensemble en une semaine. En somme, nous faisions de cela une espèce de spéculation désespérée. Le risque de la vie remplaçait le travail, et le courage tenait lieu de capital. Nous abritions notre semac dans une anse à 5000 sur la côte au-dessus de celle-ci. Et c'était notre habitude, par le beau temps, de profiter du répit de 15 minutes pour nous lancer à travers le canal principal du Moskostrom, bien au-dessus du trou, et d'aller jeter l'ancre quelque part dans la proximité d'Otterholm ou de Sandflessen, où les remous ne sont pas aussi violents qu'ailleurs. Là, nous attendions ordinairement pour lever l'ancre et retourner chez nous, à peu près jusqu'à l'heure de l'apaisement des eaux. Nous ne nous aventurions jamais dans cette expédition sans un bon vent arrière pour aller et revenir, un vent dont nous pouvions être sûrs pour notre retour. Et nous nous sommes rarement trompés sur ce point. 2 fois en 6 ans, nous avons été forcés de passer la nuit à l'ancre par suite d'un calme plat, ce qui est un cas bien rare dans ces parages. Et une autre fois, nous sommes restés à terre près d'1 semaine, affamés jusqu'à la mort, grâce à un coup de vent qui se mit à souffler peu de temps après notre arrivée et rendit le canal trop orageux pour songer à le traverser. Dans cette occasion, nous aurions été entraînés au large en dépit de tout, car les tourbillons nous ballottaient çà et là avec une telle violence qu'à la fin, nous avions chassé sur notre ancre faussée. Si nous n'avions dérivé dans un de ces innombrables courants qui se forment ici aujourd'hui et demain ailleurs, et qui nous conduisit sous le vent de Flimen, où, par bonheur, nous pûmes mouiller. Je ne vous dirai pas la 20e partie des dangers que nous essuyâmes dans les pêcheries. C'est un mauvais parage, même par le beau temps. Mais nous trouvions toujours moyen de défier le Moskostrom sans accident. Parfois, pourtant, le cœur me montait aux lèvres quand nous étions d'1 minute en avance ou en retard sur la calmie. Quelquefois, le vent n'était pas aussi vif que nous l'espérions en mettant à la voile, et alors nous allions moins vite que nous ne l'aurions voulu, pendant que le courant rendait le semac plus difficile à gouverner. Mon frère aîné avait un fils âgé de 18 ans. Et j'avais pour mon compte 2 grands garçons. Ils nous eussent été d'un grand secours dans de pareils cas,
soit qu'ils eussent pris les avirons, soit qu'ils eussent pêché à l'arrière, mais vraiment, bien que nous consentissions à risquer notre vie, nous n'avions pas le cœur de laisser ces jeunesses affronter le danger. Car, tout bien considéré, c'était un horrible danger. C'est la pure vérité. Il y a maintenant 3 ans moins quelques jours qu'arriva ce que je vais vous raconter. C'était le 10 juillet 18, un jour que les gens de ce pays n'oublieront jamais, car ce fut un jour où souffla la plus horrible tempête qui soit jamais tombée de la calotte des cieux. Cependant, toute la matinée et même fort avant dans l'après-midi, nous avions eu une jolie brise bien faite du sud-ouest. Le soleil était superbe, si bien que le plus vieux loup de mer n'aurait pas pu prévoir ce qui allait arriver. Nous étions passés tous les 3, mes 2 frères et moi, à travers les îles à 2 heures de l'après-midi environ. Et nous eûmes bientôt chargé le semac de fort beaux poissons qui, nous l'avions remarqué tous 3, étaient plus abondants ce jour-là que nous ne l'avions jamais vu. Il était juste 7 heures à ma montre quand nous levâmes l'ancre pour retourner chez nous, de manière à faire le plus dangereux du Strom dans l'intervalle des eaux tranquilles que nous savions avoir lieu à 8 heures. Nous partîmes avec une bonne brise à tribord. Et pendant quelque temps, nous filâmes très rondement, sans songer le moins du monde au danger. Car, en réalité, nous ne voyions pas la moindre cause d'appréhension. Tout à coup, nous fûmes masqués par une saute de vent qui venait de Helseggen. Cela était tout à fait extraordinaire. C'était une chose qui ne nous était jamais arrivée. Et je commençais à être un peu inquiet, sans savoir exactement pourquoi. Nous fîmes arriver au vent, mais nous ne pûmes jamais fendre les remous, et j'étais sur le point de proposer de retourner au mouillage quand, regardant à l'arrière, nous vîmes tout l'horizon enveloppé d'un nuage singulier, couleur de cuivre, qui montait avec la plus étonnante vélocité. En même temps, la brise qui nous avait pris en tête tomba, et, surpris alors par un calme plat, nous dérivâmes à la merci de tous les courants. Mais cet état de choses ne dura pas assez longtemps pour nous donner le temps d'y réfléchir. En moins d'1 minute, la tempête était sur nous. 1 minute après, le ciel était entièrement chargé, et il devint soudainement si noir qu'avec les embruns qui nous sautaient aux yeux, nous ne pouvions plus nous voir l'un l'autre à bord. Vouloir décrire un pareil coup de vent, ce serait folie. Le plus vieux marin de Norvège n'en a jamais essuyé de pareil. Nous avions amené toute la toile avant que le coup de vent nous surprît. Mais dès la première rafale, nos 2 mâts vinrent par-dessus bord, comme s'ils avaient été sciés par le pied.
le grand mât emportant avec lui mon plus jeune frère, qui s'y était accroché par prudence. Notre bateau était bien le plus léger joujou qui eût jamais glissé sur la mer. Il avait un pont effleuré avec une seule petite écoutille à l'avant, et nous avions toujours eu pour habitude de le fermer solidement en traversant le Strom. Bonne précaution dans une mer clapoteuse. Mais dans cette circonstance présente, nous aurions sombré du premier coup, car pendant quelques instants, nous fûmes littéralement ensevelis sous l'eau. Comment mon frère aîné échappa-t-il à la mort? Je ne puis le dire. Je n'ai jamais pu me l'expliquer. Pour ma part, à peine avais-je lâché la misaine que je m'étais jeté sur le pont à plat ventre, les pieds contre les toits plat-bord de l'avant et les mains accrochées à un boulon auprès du pied du mât de misaine. Le pur instinct m'avait fait agir ainsi. C'était indubitablement ce que j'avais de mieux à faire, car j'étais trop ahuri pour penser. Pendant quelques minutes, nous fûmes complètement inondés, comme je vous le disais. Et pendant tout ce temps, je retins ma respiration et me cramponnai à l'anneau. Quand je sentis que je ne pouvais pas rester ainsi plus longtemps sans être suffoqué, je me dressai sur mes genoux, tenant toujours bon avec mes mains, et je dégageai ma tête. Alors, notre petit bateau donna de lui-même une secousse, juste comme un chien qui sort de l'eau, et se leva en partie au-dessus de la mer. Je m'efforçai alors de secouer de mon mieux la stupeur qui m'avait envahi, et de recouvrer suffisamment mes esprits pour voir ce qu'il y avait à faire, quand je sentis quelqu'un qui me saisissait le bras. C'était mon frère aîné, et mon cœur en sauta de joie, car je le croyais parti par-dessus bord. Mais, un moment après, toute cette joie se changea en horreur, quand appliquant sa bouche à mon oreille, il vociféra ce simple mot: le Moskostrom. Personne ne saura jamais ce que furent en ce moment mes pensées. Je frissonnais de la tête aux pieds, comme pris du plus violent accès de fièvre. Je comprenais suffisamment ce qu'il entendait par ce seul mot. Je savais bien ce qu'il voulait me faire entendre. Avec le vent qui nous poussait maintenant, nous étions destinés au tourbillon du Strom, et rien ne pouvait nous sauver. Vous avez bien compris qu'en traversant le canal de Strom, nous faisions toujours notre route bien au-dessus du tourbillon, même par le temps le plus calme. Et encore avions-nous bien soin d'attendre et d'épier le répit de la marée. Mais maintenant, nous courions droit sur le gouffre lui-même, et avec une pareille tempête. À coup sûr, pensais-je, nous y serons juste au moment de l'accalmie. Il y a là encore un petit espoir. Mais, une minute après, je me maudissais d'avoir été assez fou pour rêver d'une espérance quelconque. Je voyais parfaitement que nous étions condamnés. Eussions-nous été un vaisseau de je ne sais combien de canons. En ce moment, la première fureur de la tempête était passée.
Ou peut-être ne la sentions-nous pas autant parce que nous fuyions devant. Mais, en tout cas, la mer que le vent avait d'abord maîtrisée, plane et écumeuse, se dressait maintenant en véritable montagne. Un changement singulier avait eu lieu aussi dans le ciel. Autour de nous, dans toutes les directions, il était toujours noir comme de la poix. Mais, presque au-dessus de nous, il s'était fait une ouverture circulaire. Un ciel clair, clair comme je ne l'ai jamais vu, d'un bleu brillant et foncé. Et à travers ce trou resplendissait la pleine lune, avec un éclat que je ne lui avais jamais connu. Elle éclairait toute chose autour de nous, avec la plus grande netteté. Mais, grand Dieu, quelle scène à éclairer! Je fis un ou deux efforts pour parler à mon frère, mais le vacarme, sans que je puisse m'expliquer comment, s'était accru à un tel point que je ne pus lui faire entendre un seul mot, bien que je criasse dans son oreille de toute la force de mes poumons. Tout à coup, il secoua la tête, devint pâle comme la mort et leva un de ses doigts, comme pour me dire « Écoute ». D'abord, je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Mais bientôt, une épouvantable pensée se fit jour en moi. Je tirai ma montre de son gousset. Elle ne marchait pas. Je regardais le cadran au clair de la lune. Et je fondis en larmes en la jetant au loin dans l'océan. Elle s'était arrêtée à 7 heures. Nous avions laissé passer le répit de la marée. Et le tourbillon du Ström était dans sa pleine furie. Quand un navire est bien construit, proprement équipé et pas trop chargé, les lames par une grande brise, et quand il est au large, semble toujours s'échapper de dessous sa quille, ce qui paraît très étrange à un homme de terre. Et ce qu'on appelle en langage de bord chevaucher. Cela allait bien, tant que nous grimpions lentement sur la houle. Mais actuellement, une mer gigantesque venait nous prendre par notre arrière et nous enlever avec elle, haut, haut, comme pour nous pousser jusqu'au ciel. Je n'aurais jamais cru qu'une lame pût monter si haut. Puis nous descendions en faisant une courbe, une glissade, un plongeon, qui me donnait la nausée et le vertige, comme si je tombais en rêve du haut d'une immense montagne. Mais, du haut de la lame, j'avais jeté un rapide coup d'œil autour de moi. Et ce seul coup d'œil avait suffi. Je vis exactement notre position en une seconde. Le tourbillon de Möskostrom était à 1/4 de mille environ, droit devant nous. Mais il ressemblait aussi peu au Möskostrom de tous les jours que ce tourbillon que vous voyez maintenant ressemble à un remous de moulin. Si je n'avais pas su où nous étions et ce que nous avions à attendre, je n'aurais pas reconnu l'endroit tel que je le vis. Je fermai involontairement les yeux d'horreur. Mes paupières se collèrent comme dans un spasme. Moins de 2 minutes après, nous sentîmes tout à coup la vague s'apaiser et nous fûmes enveloppés d'écume. Le bateau fit un brusque demi-tour par bâbord et partit dans cette nouvelle direction comme la foudre.
Au même instant, le rugissement de l'eau se perdit dans une espèce de clameur aiguë, un son tel que vous pouvez le concevoir en imaginant les soupapes de plusieurs milliers de steamers lâchant à la fois leur vapeur. Nous étions alors dans la ceinture moutonneuse qui cercle toujours le tourbillon. Et je croyais naturellement qu'en une seconde, nous allions plonger dans le gouffre au fond duquel nous ne pouvions pas voir distinctement, en raison de la prodigieuse vélocité avec laquelle nous y étions entraînés. Le bateau ne semblait pas plonger dans l'eau, mais la raser, comme une bulle d'air qui voltige sur la surface de la lame. Nous avions le tourbillon à tribord, et à bâbord se dressait le vaste océan que nous venions de quitter. Il s'élevait comme un mur gigantesque, se tordant entre nous et l'horizon. Cela peut paraître étrange, mais alors quand nous fûmes dans la gueule même de l'abîme, je me sentis plus de sang-froid que quand nous en approchions. Ayant fait mon deuil de toute espérance, je fus délivré d'une grande partie de cette terreur qui m'avait d'abord écrasé. Je suppose que c'était le désespoir qui raidissait mes nerfs. Vous prendrez peut-être cela pour une fanfaronnade, mais ce que je vous dis est la vérité. Je commençais à songer quelle magnifique chose c'était de mourir d'une pareille manière. Et combien il était sot à moi de m'occuper d'un aussi vulgaire intérêt que ma conservation individuelle, en face d'une si prodigieuse manifestation de la puissance de Dieu. Je crois que je rougis de honte quand cette idée traversa mon esprit. Peu d'instants après, je fus possédé de la plus ardente curiosité relativement au tourbillon lui-même. Je sentis positivement le désir d'explorer ses profondeurs, même au prix du sacrifice que j'allais faire. Mon principal chagrin était de penser que je ne pourrais jamais raconter à mes vieux camarades les mystères que j'allais connaître. C'était là sans doute de singulières pensées pour occuper l'esprit d'un homme dans une pareille extrémité. Et j'ai souvent eu l'idée depuis lors que les évolutions du bateau autour du gouffre m'avaient un peu étourdi la tête. Il y eut une autre circonstance qui contribua à me rendre maître de moi-même. Ce fut la complète cessation du vent, qui ne pouvait plus nous atteindre dans notre situation actuelle. Car, comme vous pouvez en juger par vous-même, la ceinture d'écume est considérablement au-dessous du niveau général de l'océan, et ce dernier nous dominait maintenant comme la crête d'une haute et noire montagne. Si vous ne vous êtes jamais trouvé en mer par une grosse tempête, vous ne pouvez vous faire une idée du trouble d'esprit occasionné par l'action simultanée du vent et des embruns. Cela vous aveugle, vous étourdit, vous étrangle et vous ôte toute faculté d'action ou de réflexion. Mais nous étions maintenant grandement soulagés de tous ces embarras, comme ces misérables condamnés à mort, à qui on accorde dans leur prison quelques petites faveurs qu'on leur refusait tant que l'arrêt n'était pas prononcé. Combien de fois fîmes-nous le tour de cette ceinture ? Il m'est impossible de le dire.
Nous courûmes tout autour, pendant 1 heure à peu près. Nous volions plutôt que nous ne flottions. Et nous nous rapprochions toujours de plus en plus du centre du tourbillon. Et toujours plus près de son épouvantable arête intérieure. Pendant tout ce temps, je n'avais pas lâché le boulon. Mon frère était à l'arrière, se tenant à une petite barrique vide, solidement attachée sous les choguettes derrière l'habitacle. C'était le seul objet du bord qui n'eût pas été balayé quand le coup de temps nous avait surpris. Comme nous approchions de la margelle de ce puits mouvant, il lâcha le baril et tâcha de saisir l'anneau que, dans l'agonie de sa terreur, il s'efforçait d'arracher de mes mains et qui n'était pas assez large pour nous donner sûrement prise à tous deux. Je n'ai jamais éprouvé de douleur plus profonde que quand je le vis tenter une pareille action. Quoique je vise bien qu'alors, il était insensé et que la pure frayeur en avait fait un fou furieux. Néanmoins, je ne cherchais pas à lui disputer la place. Je savais bien qu'il importait fort peu à qui appartiendrait l'anneau. Je lui laissais le boulon et m'en allais au baril de l'arrière. Il n'y avait pas grande difficulté à opérer cette manœuvre, car le semac filait en rond avec assez d'aplomb et assez droit sur sa quille, poussé quelquefois çà et là par les immenses houles et les bouillonnements du tourbillon. À peine m'étais-je arrangé dans ma nouvelle position que nous donnâmes une violente obardée à tribord et que nous piquâmes la tête la première dans l'abîme. Je murmurais une rapide prière à Dieu et je pensais comme tout était fini. Comme je subissais l'effet douloureusement nauséabond de la descente, je m'étais instinctivement cramponné au baril avec plus d'énergie et j'avais fermé les yeux. Pendant quelques secondes, je n'osais pas les ouvrir, m'attendant à une destruction instantanée et m'étonnant de ne pas déjà en être aux angoisses suprêmes de l'immersion. Mais les secondes s'écoulaient. Je vivais encore. La sensation de chute avait cessé, et le mouvement du navire ressemblait beaucoup à ce qu'il était déjà quand nous étions pris dans la ceinture d'écume. À l'exception que, maintenant, nous donnions davantage de la bande. Je repris courage et regardai une fois encore le tableau. Jamais je n'oublierai les sensations d'effroi, d'horreur et d'admiration que j'éprouvais en jetant les yeux autour de moi. Le bateau semblait suspendu, comme par magie, à mi-chemin de sa chute, sur la surface intérieure d'un entonnoir d'une vaste circonférence, d'une profondeur prodigieuse.
et dont les parois, admirablement polies, auraient pu être prises pour de l'ébène. Sans l'éblouissante vélocité avec laquelle elle pirouettait et l'étincelante et horrible clarté qu'elle répercutait sous les rayons de la pleine lune, qui, de ce trou circulaire que j'ai déjà décrit, ruisselait en un fleuve d'or et de splendeur le long des murs noirs et pénétrait jusque dans les plus intimes profondeurs de l'abîme. D'abord, j'étais trop troublé pour observer n'importe quoi avec quelque exactitude. L'explosion générale de cette magnificence terrifique était tout ce que je pouvais voir. Néanmoins, quand je revins un peu à moi, mon regard se dirigea instinctivement vers le fond. Dans cette direction, je pouvais plonger ma vue sans obstacle à cause de la situation de notre semac, qui était suspendu sur la surface inclinée du gouffre. Il courait toujours sur sa quille, c'est-à-dire que son pont formait un plan parallèle à celui de l'eau, qui faisait comme un talus incliné à plus de 45 degrés, de sorte que nous avions l'air de nous soutenir sur notre côté. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer toutefois que je n'avais guère plus de peine à me retenir des mains et des pieds dans cette situation que si nous avions été sur un plan horizontal. Et cela tenait, je suppose, à la vélocité avec laquelle nous tournions. Les rayons de la lune semblaient chercher le fin fond de l'immense gouffre. Cependant, je ne pouvais rien distinguer nettement à cause d'un épais brouillard qui enveloppait toute chose et sur lequel planait un magnifique arc-en-ciel, semblable à ce pont étroit et vacillant que les musulmans affirment être le seul passage entre le temps et l'éternité. Ce brouillard ou cette écume était sans doute occasionné par le conflit des grands murs de l'entonnoir quand ils se rencontraient et se brisaient au fond. Quant au hurlement qui montait de ce brouillard vers le ciel, je n'essaierai pas de le décrire. Notre première glissade dans l'abîme, à partir de la ceinture d'écume, nous avait portés à une grande distance sur la pente. Mais, postérieurement, notre descente ne s'effectua pas aussi rapidement, à beaucoup près. Nous filions toujours circulairement, non plus avec un mouvement uniforme, mais avec des élans qui parfois ne nous projetaient qu'à 100 de yards, et d'autres fois nous faisaient accomplir une évolution complète autour du tourbillon. À chaque tour, nous nous rapprochions du gouffre, lentement il est vrai, mais d'une manière très sensible. Je regardais au large sur le vaste désert d'ébène qui nous portait, et je m'aperçus que notre barque n'était pas le seul objet qui fût tombé dans l'étreinte du tourbillon. Au-dessus et au-dessous de nous, on voyait des débris de navires, de gros morceaux de charpente, des troncs d'arbres, ainsi que bon nombre d'articles plus petits, tels que des pièces de mobilier, des malles brisées, des barils et des douves. J'ai déjà décrit la curiosité surnaturelle qui s'était substituée à mes primitives terreurs.
Il me sembla qu'elle augmentait à mesure que je me rapprochais de mon épouvantable destinée. Je commençai alors à épier avec un étrange intérêt les nombreux objets qui flottaient en notre compagnie. Il fallait que j'eusse le délire, car je trouvais même une sorte d'amusement à calculer les vitesses relatives de leur descente vers le tourbillon d'écume. Ce sapin, me surpris-je une fois à dire, sera certainement la première chose qui fera le terrible plongeon et qui disparaîtra. Et je fus fort désappointé de voir qu'un bâtiment de commerce hollandais avait pris les devants et s'était engouffré le premier. À la longue, après avoir fait quelques conjectures de cette nature et m'être toujours trompé, ce fait, le fait de mon invariable mécompte, me jeta dans un ordre de réflexion qui firent de nouveau trembler mes membres et battre mon cœur encore plus lourdement. Ce n'était pas une nouvelle terreur qui m'affectait ainsi, mais l'aube d'une espérance bien plus émouvante. Cette espérance surgissait en partie de la mémoire, en partie de l'observation présente. Je me rappelais l'immense variété d'épaves qui jonchaient la côte de Lofoden et qui avaient toutes été absorbées et revomies par le Moskostrom. Ces articles, pour la plus grande partie, étaient déchirés de la manière la plus extraordinaire, éraillés, écorchés au point qu'ils avaient l'air d'être tout garnis de pointes et d'esquilles. Mais je me rappelais distinctement alors qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas défigurés du tout. Je ne pouvais maintenant me rendre compte de cette différence qu'en supposant que les fragments écorchés fussent les seuls qui eussent été complètement absorbés. Les autres étant entrés dans le tourbillon à une période assez avancée de la marée, ou, après y être entrés, étant, pour une raison ou pour une autre, descendu assez lentement pour ne pas atteindre le fond avant le retour du flux ou du reflux, suivant le cas. Je concevais qu'il était possible dans les deux cas qu'ils eussent remonté en tourbillonnant de nouveau jusqu'au niveau de l'océan, sans subir le sort de ceux qui avaient été entraînés de meilleure heure ou absorbés plus rapidement. Je fis aussi 3 observations importantes. La première que, règle générale, plus les corps étaient gros, plus leur descente était rapide. La seconde que, 2 masses étant données d'une égale étendue, l'une sphérique et l'autre de n'importe quelle autre forme, la supériorité de vitesse dans la descente était pour la sphère. La troisième, que de 2 masses d'un volume égal, l'une cylindrique et l'autre de n'importe quelle autre forme, le cylindre était absorbé le plus lentement. Depuis ma délivrance, j'ai eu à ce sujet quelques conversations avec un vieux maître d'école du district. Et c'est de lui que j'ai appris l'usage des mots cylindre et sphère. Il m'a expliqué, mais j'ai oublié l'explication, que ce que j'avais observé était la conséquence naturelle de la forme des débris flottants. Et il m'a démontré comment un cylindre, tournant dans un tourbillon, présentait plus de résistance à sa succion et était attiré avec plus de difficulté qu'un corps d'une autre forme quelconque et d'un volume égal. Il y avait une circonstance saisissante
qui donnait une grande force à ses observations et me rendait anxieux de les vérifier. C'était qu'à chaque révolution, nous passions devant un baril ou devant une vergue ou un mât de navire, et que la plupart de ces objets, nageant à notre niveau quand j'avais ouvert les yeux pour la première fois sur les merveilles du tourbillon, étaient maintenant situés bien au-dessus de nous et semblaient n'avoir guère bougé de leur position première. Je n'hésitais pas plus longtemps sur ce que j'avais à faire. Je résolus de m'attacher avec confiance à la barrique que je tenais toujours embrassée, de larguer le câble qui la retenait à la cage et de me jeter avec elle à la mer. Je m'efforçais d'attirer par signe l'attention de mon frère sur les barils flottants auprès desquels nous passions. Et je fis tout ce qui était en mon pouvoir pour lui faire comprendre ce que j'allais tenter. Je crus à la longue qu'il avait deviné mon dessein, mais qu'il l'eût ou ne l'eût pas saisi. Il secoua la tête avec désespoir et refusa de quitter sa place près du boulon. Il m'était impossible de m'emparer de lui. La conjoncture ne permettait pas de délai. Ainsi, avec une amère angoisse, je l'abandonnai à sa destinée. Je m'attachai moi-même à la barrique avec le câble qui l'amarrait à l'échauguette. Et, sans hésiter un moment de plus, je me précipitai avec elle dans la mer. Le résultat fut précisément ce que j'espérais. Comme c'est moi-même qui vous raconte cette histoire, comme vous voyez, je l'ai échappé. Et comme vous connaissez déjà le mode de salut que j'employais et pouvez dès lors prévoir tout ce que j'aurai de plus à vous dire, j'abrégerai mon récit et j'irai droit à la conclusion. Il s'était écoulé 1 heure environ depuis que j'avais quitté le bord du Semac, quand, étant descendu à une vaste distance au-dessous de moi, il fit coup sur coup 3 ou 4 tours précipités et, emportant mon frère bien-aimé, piqua de l'avant, décidément et pour toujours dans le chaos d'écume. Le baril auquel j'étais attaché nageait presque à moitié chemin de la distance qui séparait le fond du gouffre de l'endroit où je m'étais précipité par-dessus bord, quand un grand changement eut lieu dans le caractère du tourbillon. La pente des parois du vaste entonnoir se fit de moins en moins escarpée. Les évolutions du tourbillon devinrent graduellement de moins en moins rapides. Peu à peu, l'écume et l'arc-en-ciel disparurent. Et le fond du gouffre s'en va s'élever lentement.
Le ciel était clair. Le vent était tombé. Et la pleine lune se couchait radieusement à l'ouest. Quand je me retrouvais à la surface de l'océan, juste en vue de la côte de Lofoden, et au-dessus de l'endroit où était, naguère, le tourbillon du Moskostrom. C'était l'heure de l'accalmie, mais la mer se soulevait toujours en vagues énormes par suite de la tempête. Je fus porté violemment dans le canal du Ström et jeté en quelques minutes à la côte, parmi les pêcheries. Un bateau me repêcha, épuisé de fatigue. Et maintenant que le danger avait disparu, le souvenir de ces horreurs m'avait rendu muet. Ceux qui me tirèrent à bord étaient mes vieux camarades de mer et mes compagnons de chaque jour. Mais ils ne me reconnaissaient pas plus qu'ils n'auraient reconnu un voyageur revenu du monde des esprits. Mes cheveux qui, la veille, étaient d'un noir de corbeau, étaient aussi blancs que vous les voyez maintenant. Ils dirent aussi que toute l'expression de ma physionomie était changée. Je leur contais mon histoire. Ils ne voulurent pas y croire. Je vous la raconte à vous, maintenant. Et j'ose à peine espérer que vous y ajouterez plus de foi que les plaisants pêcheurs de Lofoden. Et c'est une fin de nouvelle. Braves gens.